Bonjour, je m'appelle Léa Clermont-Dion. Bienvenue à Femmes savantes, une émission qui fait rayonner les chercheuses d'ici. Nesrine, c'est vraiment un soleil dans les corridors sombres de l'université. Puis ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a sa touche, son originalité dans ses travaux de recherche. Et en plus, elle n'est pas juste dans la théorie, elle est aussi dans l'action et ça fait du bien, ça. Nesrine Bessaï, c'est vraiment une érudite passionnée. Elle est postdoctorante en travail social et professeure associée à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Ses origines algériennes et françaises influencent son regard sur le monde. Elle réfléchit à la justice reproductive et à la santé sexuelle des femmes. Dans sa jeunesse, elle a grandi dans une famille engagée. Nesrine, vous êtes née au Canada, mais vos parents ont quitté l'Algérie à peu près dans cette même période-là. Pourriez-vous me parler un peu de votre enfance? Je suis née à Montréal, mais mes parents, à ce moment-là, ils voulaient s'installer à Montréal. Donc, ma mère, elle avait un visa étudiant. Mon père, il n'a jamais eu le visa. Puis, dans ces années-là, finalement, ils sont restés 2-3 ans. Ma mère avait déjà de la famille ici, ses grands frères qui étaient installés depuis quelques années. Puis, ça n'a pas fonctionné, mais ils m'ont eu entre-temps. Puis donc, moi, le Canada, si tu nais au Canada, tu as des papiers canadiens. Donc, j'avais des papiers canadiens, mais mes parents ne pouvaient pas vivre ici. Donc, ils sont retournés en Algérie. Donc, je suis à la fois née ici, mais je suis aussi arrivée ici à 14 ans. C'est un parcours d'immigration, mais je ne rentre pas dans les cases des statistiques, en fait. Je devrais cocher les deux. Ouais. J'ai quand même une expérience d'immigration en arrivant ici à 14 ans. Donc, avoir aussi une partie de ta famille, de tes amis qui vivent ailleurs. Donc, j'ai passé jusqu'à l'âge de 9 ans en Algérie. Ma mère, c'est une battante, une féministe convaincue. Donc, moi, le féminisme, je tombais dedans quand j'étais petite, là, comme Obélix avec la potion magique. Oui. C'était en partant, j'avais 3-4 ans, elle m'amenait avec elle à l'université dans des réunions de femmes, puis que je montais sur les tables, que j'ai « Vive les femmes !» Je m'en rappelle pas du tout, mais apparemment, fait que, tu sais, j'étais féministe depuis toujours, puis depuis l'Algérie, dans le fond. Et ça ressemblait à quoi, son militantisme féministe? Bien, c'est une période difficile. Hein? C'est comme le milieu des années 80 en Algérie. En fait, il y avait à la fois une montée du fondamentalisme musulman, mais c'est un courant extrémiste, dans le fond, fondamentaliste, un courant orthodoxe qui était en train de prendre de l'ampleur. Et parallèlement, le gouvernement avait rétabli une loi qui plaçait les femmes, en fait, en mineures. Donc, c'est le Code de la famille qui avait été rétabli en 1984, puis qui plaçait les femmes comme mineures dans leur société, donc sous la tutelle de leur père ou de leur conjoint. Alors que dans les mœurs, il y avait eu progressivement une émancipation pour les femmes algériennes depuis l'indépendance. Et donc, c'était dans ces eaux-là, en fait, ma mère, les mobilisations auxquelles elle participait, c'était là-dessus. Il y avait des fondamentalistes musulmans à l'université qui mettaient de la pression sur les femmes pour qu'elles se voilent. Bon, ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées. Je m'en rappelle pas en tant que telle, mais que si des filles portaient des mini-jupes à l'université, ben, il y avait des bonhommes qui leur lançaient des patates avec des pommes de terre avec des lames de rasoir dedans, sur les jambes pour les punir. Donc, j'ai des histoires de ma mère qui a couru pour aller prendre le train pour revenir chez elle avec des bonhommes fondamentalistes là, qui couraient derrière elle puis ses amis. Là. Fait que c'était des choses assez dures. Donc, ma mère, elle a quitté l'Algérie dans cette période-là, là, en 85. Comment elle a fait pour quitter dans ce contexte-là? Est-ce que c'était difficile de s'en aller du pays? Bien, en fait, elle a eu la chance qu'elle était étudiante, puis elle a eu une bourse d'études pour aller faire sa maîtrise en France. Donc, c'est comme ça qu'elle a quitté l'Algérie. Puis, à ce moment-là, mes parents se séparaient. Puis moi, je suis restée avec mon père pendant 1 an. Puis ensuite, mon père aussi a émigré parce que là, ça devenait, là, on était rendu, c'était la guerre civile qui s'en venait, là. C'est des années assez difficiles. Puis après ça, ben, c'était en France pendant plusieurs années, pendant 6 ans. Puis je suis arrivée ici quand j'avais 14 ans. Je me rappelle de me sentir déracinée. Mm-hmm. J'avais peur qu'il n'y ait pas de musique. Je sais pas pourquoi. Okay. J'ai le souvenir de me faire dans ce temps-là, c'était dans les années début 90, 1990, tu sais. Je faisais des cassettes audio pour être sûre d'avoir ma musique quand j'allais arriver ici, parce que pour moi, le Canada, c'était le Canada. Déjà, je m'en venais pas à Montréal, je m'en venais au Canada, puis c'était ma cabane au Canada.
L'arrivée de Nesrine au Canada est marquante et a une influence sur le reste de sa vie, comme femme et intellectuelle. Je peux pas imaginer tout ce qu'elle a dû traverser. Comment qu'on se sent quand on quitte notre pays? Ben, tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose quelque part d'autre. Tu n'étais jamais tout à fait... Ben, à la fois de se sentir chez soi à plusieurs endroits et à la fois de toujours sentir qu'il manque un petit quelque chose. Donc, c'est clair, je veux dire, j'ai grandi à Montréal, j'ai étudié à Montréal, j'ai fait tout mon parcours professionnel. Il n'y a nulle part où je me sens plus chez moi que Montréal. Mais il y a toujours, des fois, je me dis, ah, des choses qui me manquent, ça fait du bien comme de retourner en vacances dans ma famille ou avec des amis. Ce qui me manque le plus, c'est une atmosphère vivante, tu sais, où les gens parlent de partout, ça se contredit, ça rit fort, les personnes se répondent du tac au tac. Cette intensité-là dans les liens sociaux, c'est vraiment une partie qui me manque. Mais il me reste encore une grand-mère, donc j'ai un quart marocain, et elle vit au Maroc. Et ça, depuis que j'ai des enfants aussi, je suis retournée régulièrement au Maroc visiter ma grand-mère. C'est un peu la diaspora, tu sais, j'ai une cousine en Belgique, une autre à Dublin, une autre au Qatar, une autre à Alger. Nesrine a une riche expérience de vie et une grande connaissance de plusieurs peuples. Ça explique son intérêt pour l'anthropologie. Mais je pense que c'est un peu flou, l'anthropologie, pour beaucoup de gens. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement comme science. Est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien, c'est l'étude du comportement humain. Donc, on va aller étudier autant les pratiques rituelles que les valeurs, la vision du monde. Ça va se distinguer de la psychologie qui va étudier le comportement humain à un niveau individuel. L'anthropologie va l'étudier dans la perspective que les individus font partie d'un groupe social, d'un groupe culturel. Donc, on va regarder leur comportement avec la signification que les individus donnent à ça dans un contexte, dans une certaine vision du monde, d'une certaine culture. Ça va se distinguer aussi de la sociologie qui va étudier des institutions comme la famille, comme le mariage, comme le système d'éducation, les organisations gouvernementales. Ça, c'est plus c'est une approche sociologique. Tandis que l'anthropologie va étudier vraiment le comportement humain en lien avec la culture puis la vision du monde. Mais justement, le fait de parler français, anglais, italien, arabe, de connaître l'allemand, l'espagnol, le japonais, donc d'être polyglotte, là, vous êtes polyglotte, est-ce que ça aide dans votre pratique de l'anthropologie? Oui, parce que je m'intéresse beaucoup à l'ethnolinguistique, puis c'est la vision, le fait d'étudier plusieurs langues, bien, ça te donne une fenêtre sur comment on peut concevoir les choses différemment, comment on peut faire des associations différentes aussi. Alors, ou même comment représenter entre le japonais puis l'arabe, c'est des alphabets syllabaires complètement différents, puis ça ouvre des horizons, en fait, sur comment la pensée humaine, puis comment les différentes cultures trouvent des explications à où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bien, ils ont une langue, ils vont s'exprimer à travers une manière ou une autre. Donc, les différentes cultures ont créé des visions du monde différentes à partir d'une même base, dans le fond. Nesrine Bessaï s'intéresse notamment à la justice reproductive. Mais c'est une notion qui est mal comprise. Des fois, on parle de justice reproductive, mais on ne sait pas de quoi qu'on parle exactement. T'sais. Est-ce que vous pourriez juste me définir ce que c'est, la justice reproductive? La justice reproductive, c'est un peu de regarder comme le cadre de la justice sociale qu'on appliquerait à la question de la santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a une notion de justice sociale, de droits humains appliquée à la question de la santé sexuelle et reproductive. Puis, c'est le lancement de ça, la première fois que le terme a été utilisé, c'était en 1994 aux États-Unis par un groupe de femmes qui se disaient elles-mêmes afrodescendantes. Et elle réagissait dans une déclaration dans les journaux, elle réagissait à la proposition de Bill Clinton par rapport à le système de santé, la réforme du système de santé. Et donc, elle s'exprimait en faveur d'un système de santé universel, de la couverture des besoins en santé pour les personnes les plus pauvres. Donc, elle s'exprimait dans ce sens-là. Elle s'exprimait aussi en faveur de l'accès à l'avortement, à la contraception. Et elle venait amener aussi une dimension qui vient du fait qu'aux États-Unis, les femmes afro-américaines, le plus gros problème, c'est pas tant d'avoir accès à l'avortement, à la contraception, mais c'est plutôt d'arriver à garder et à élever les enfants qu'elles ont en sécurité. Donc, elle venait apporter une autre dimension, le mouvement pro-choix aux États-Unis, donc en faveur de l'accès à l'avortement,
va être un mouvement qui est très individualiste, à la limite consumériste, avec une idée, bon, ben voilà, tant que la possibilité existe, tu vas faire ce choix-là, comme si on faisait des choix dans tout le monde dans les mêmes situations. Alors que la justice reproductive va venir parler des conditions dans lesquelles on fait ces choix. C'est quoi les déterminants sociaux de la santé? Si tu es en situation de pauvreté, qu'il n'y a pas la couverture universelle, gratuite pour la contraception, tes choix par rapport à avoir ou non des enfants, porter ou non, garder ou non les enfants vont être différents. Si tu as 2 jobs, qu'il faut que tu cours pour joindre les 2 bouts, ça va donc influencer ta décision. Elles ont apporté l'idée qu'on fait des choix à l'intérieur d'un contexte social, économique précis et qu'on a besoin aussi d'avoir des mesures par rapport à ça. Tu sais, au Québec, on a quand même une situation un peu différente dans la mesure où notre mouvement pro-choix, on a réclamé à la fois avortement, contraception, mais on a aussi revendiqué des choses pour, par exemple, par rapport à la pauvreté. Ça a toujours été de pair avec on veut des garderies, on veut des allocations familiales. Donc, mettons que les féministes québécoises, elles ont toujours tenu compte de la pauvreté comme dimension aussi que les femmes pouvaient vivre dans leur contexte puis comme déterminant social. Après, ben, on a d'autres choses aussi au Québec, là, par contre, on a encore du travail à faire par rapport à la justice reproductive. La justice reproductive, ça concerne aussi le droit à l'avortement. On en a beaucoup entendu parler dans les dernières années. Le regard de Nesrine Bessaï sur la question nous éclaire. Depuis la révocation aussi de Roe versus Wade aux États-Unis, on parle beaucoup du droit à l'avortement et des fois, on a tendance, j'ai l'impression, à prendre le débat américain et de le transposer au Québec sans contextualiser et rappeler, en fait, l'histoire du droit à l'avortement puis l'avancement du droit au Canada. Est-ce que vous pourriez juste me rappeler comment tout ça a été, comment l'avortement, finalement, a été décriminalisé, le contexte de Morgan Thaler, etc.? D'abord, vous avez le Bill 69, en 1969, d'avoir le Bill Omnibus qui venait ramener, justement, on ne va pas rentrer dans les chambres à coucher. Donc, à la fois l'homosexualité et l'avortement étaient maintenant considérés comme des choses qui concernaient les personnes, la vie intime des personnes et desquelles le gouvernement n'allait pas se mêler. Cependant, pendant toutes ces années, des années 70 jusqu'à la fin des années 80, dans le fond, une personne qui voudrait avorter devait avoir l'avis d'un comité de médecins qui allait l'autoriser ou non à avorter. Et ça, c'est avec l'arrêt Morgan Taylor en 1988 que ça a été levé et que finalement, il n'était plus question d'avoir l'avis d'un comité de médecins pour avoir accès ou qui allait décider si vous aviez accès ou non à l'avortement. Ça, c'est une première étape. Donc ça, c'est au niveau fédéral, la décriminalisation. Et tout de suite après, en 1989, en fait, il y a eu l'affaire Chantal Daigle. Donc, cette jeune femme, à ce moment-là, était en relation avec un monsieur qui était violent. Elle était dans une relation où il y avait de la violence conjugale. Et elle tombe enceinte. Elle ne veut pas garder le fœtus. Et c'est le conjoint qui l'amène à la cour, qui décrète une injonction sur Chantal Daigle, qui aurait été la seule personne qui n'aurait pas le droit d'avorter, en fait, parce que son conjoint ne voulait pas. Donc, ça a été toute une affaire aussi, l'affaire Chantal Daigle, qui a permis finalement qu'on revienne sur l'idée et que ça soit défini, c'est simplement la femme ou la personne enceinte, donc si c'est un homme trans ou une personne non-binaire qui est enceinte, qui peut avoir le choix et qui va décider de qu'est-ce qu'elle fait de cette grossesse-là. Et donc, l'avortement ici au Canada n'est pas protégé par une loi, mais par la jurisprudence. Mais pourquoi c'est important d'avoir un droit à l'avortement, de le défendre aujourd'hui? L'avortement avec la contraception, c'est un des fondements d'une possibilité d'émancipation pour les femmes. Donc, ça joue dans la perspective d'une égalité homme-femme. C'est fondamental d'avoir accès à l'avortement et à la contraception. Après, au-dessus de ça, c'est une question de santé publique de base. Dans le monde, toutes les 10 minutes, il y a une femme qui meurt d'un avortement clandestin. Donc, dans une situation où tu n'as pas accès à un avortement sécuritaire, dans des conditions sanitaires, hygiéniques, tu vas aller chercher, peu importe le moyen. Si tu dois mettre fin à cette grossesse-là, ça devient même une question, en fait, de vie ou de mort pour toi parce que les personnes sont prêtes à se soumettre à des situations dangereuses. Alors, c'est une question de santé publique, dans le fond, parce que si on n'a pas accès à l'avortement, bien, c'est de la mortalité des femmes qui augmente.
Puis depuis 1988, dans les 35 dernières années, donc il y a eu 48 tentatives de la part d'un député fédéral via un projet de loi privé de restreindre le droit à l'avortement à Ottawa. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça, sur notre société? Qu'est-ce que ça dit sur notre société? Grosse question. Mais disons que Mais ça dit qu'il y a encore du monde qui sont contre ce droit-là, qui sont contre cet accès-là, alors que c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de santé publique. Disons que les personnes qui sont contre, ce qui est drôle, c'est que souvent, c'est pas des personnes qui vont avoir le questionnement de porter ou non un bébé dans leur corps. Alors, c'est assez drôle de se dire qu'ils ont besoin de s'exprimer là-dessus. Ces tentatives-là aussi, ce qu'on constate, bien, les centres, dans le fond, les centres anti-choix, la droite conservatrice au Canada, elle reçoit du soutien de la droite conservatrice américaine. Donc, il y a des financements, aussi des conférences, des stratégies qui sont partagées par ces réseaux-là, puis qui va apporter des informations. Mais les centres anti-choix apportent des fausses informations, comme quoi, si tu as un avortement, tu vas être stérile, tu pourras plus, tu vas endommager tes organes reproducteurs. Donc, ils diffusent des fausses informations, en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet enjeu-là comme chercheuse? C'est comment vous travaillez cette question-là dans vos recherches? Mais moi, dans la question, c'est plus la question de la justice reproductive. Donc, en ce moment, c'est l'accessibilité de ces services-là, la qualité de ces services auprès de différentes personnes. Est-ce que les gens vivent des discriminations dans l'accès aux services? Je suis en collaboration dans un projet de recherche justement sur l'accès des personnes en situation de handicap aux services en santé sexuelle et reproductive. On va avoir cette idée que les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité, n'ont pas besoin d'avoir accès à l'éducation à la sexualité, à des services de contraception. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les personnes en situation de handicap ont une sexualité aussi, mais se font infantiliser des fois dans les services ou se font pas donner accès à des contraceptifs. Donc, c'est ce genre de choses-là qui m'intéressent et sur lesquelles je veux travailler. Si je reviens à l'avortement, on a des fois l'impression que le problème d'accès ne nous concerne pas au Canada. Comme quand Justin Trudeau dit aux Américaines, après Roe versus Wade, « Venez avorter au Canada ». Y a-t-il un problème d'accès au pays et au Québec? Le problème d'accès, il y a un problème de s'assurer que les services sont disponibles. Parce que là, pour l'instant, au Québec, ce qu'il y a, c'est ça dépend du médecin. En fait, si dans un service, vous avez un médecin qui est d'accord pour pratiquer des avortements, le service peut être accessible. Mettons que ce médecin-là, je ne sais pas, il est à Rouen et que là, il déménage, bien, le service n'est pas garanti. Donc, on a un problème d'accès dans ce sens-là, de s'assurer que le service existe à différents endroits, qu'il est financé, qu'il est disponible. Et pour le moment, dans certaines régions, c'est plus compliqué? Oui, c'est plus compliqué dans certaines régions. Là, heureusement, récemment, on a eu l'autorisation, dans le fond, par rapport à la pilule abortive. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le danger avec la pilule abortive, c'est qu'on utilise simplement la pilule abortive et qu'on perde les connaissances sur les techniques, parce que l'avortement, en fait, c'est une technique chirurgicale, c'est une technique assez de base. Je ne sais pas la faire personnellement, mais ce que je comprends, c'est que c'est une technique qui ne demande pas une grande formation pour la faire, mais c'est quand même une connaissance à garder. Donc, si on perd cette connaissance-là, c'est un peu ça les craintes aussi par rapport à la pilule abortive. Dans le fond, qu'on ait juste les pilules abortives puis qu'on n'ait plus accès à ces connaissances-là. Nesrine Bessayi a travaillé à la réécriture québécoise du classique Our Bodies, Ourselves sur la santé des femmes. Son adaptation, Corps à corps, est un guide de sexualité positive. Dans ses recherches, elle s'intéresse à l'éducation sexuelle inclusive et accessible. Vous avez aussi un autre intérêt de recherche pour l'éducation à la sexualité. Puis comment ça se passe dans les écoles? Ça ressemble à quoi, le cours d'éducation à la sexualité? Alors, ça ressemble à quoi? Bien, déjà, c'est très différent en fonction des niveaux. Si vous êtes à la maternelle, à l'école primaire, on va parler d'anatomie, on va parler de reconnaître les émotions, on va parler... Donc, on est dans une idée de connaissance de soi, renforcement de l'estime de soi, de l'image corporelle. Par la suite, au secondaire, là, on va plus rentrer dans des questions
plus précises là, sur les infections transmises par le sexe et par le sang. On va parler d'agressions sexuelles, de sécurité. Donc, on va rentrer plus précisément. Donc, c'est un programme qui va à la fois parler des savoirs scientifiques, mais aussi de tous les savoir-être, puis des savoir-être avec les autres, reconnaître les émotions, être à l'écoute des autres personnes aussi. Donc, le consentement, on enseigne le consentement à l'école secondaire. Nesrine, vous êtes une femme savante. Pourquoi c'est Merci. important de savoir? Pourquoi c'est important? Mais parce que le savoir, c'est un pouvoir. Quand le savoir expérientiel, le savoir critique, puis le savoir scientifique, ils n'ont pas le même statut dans notre société. Et d'arriver à aller chercher les témoignages des gens qui vivent dans les marges, des gens dont on ne connaît pas la réalité, des gens dont la réalité est tordue par la vision dominante, conforme, normalisante, qu'on va voir le plus souvent dans les médias. Donc, d'aller chercher ce témoignage-là, d'aller chercher ces savoirs, ça vient contribuer à donner du pouvoir aux marges, aux gens qui sont exclus, aux gens qui sont marginalisés. Donc, ça vient transformer la société, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, je suis chercheur, mais j'ai une grande part d'engagement pour la justice sociale. Donc, c'est dans cette perspective-là, je me sers un peu de la recherche pour soutenir le changement social, puis j'observe le changement social dans mes recherches. Alors, c'est ça, c'est à deux facettes. Est-ce que ça dérange, cette figure-là, de comme avoir un pied dans l'engagement, mais aussi dans, justement, à l'université? Est-ce que ça peut déranger des pairs? Mais je pense que je suis jamais vraiment, justement, là, j'étais à cheval sur deux mondes, mais ça, je pense que ça fait partie de comment j'ai grandi, ça fait partie de ma personnalité d'être à cheval sur plusieurs mondes. Donc oui, dans le milieu plus militant, des fois, on va avoir de la difficulté avec intellectualiser les choses. Les gens, ils sont là, on veut être dans l'action, allons-y, go, go, go. Et contrairement, des fois, dans le milieu universitaire, de la recherche, on est plus comme, oui, alors là, il faut faire attention avant de se prononcer, il faut faire attention avant d'agir. En fait, on n'est pas nécessairement dirigé vers l'action. On peut rester à réfléchir puis à produire des publications à l'infini. Donc, dans les deux cas, des fois, je me sens un peu... j'ai besoin de l'autre partie. J'ai besoin de l'autre côté. En tout cas, vous venez contrecarrer l'idée que l'université est nécessairement une tour d'ivoire parce que vous êtes sur le terrain puis ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup, Nesrine.